c'est pas des programmes très réjouissants. Et on espère, comme le dit Randy Kramer, qu'au sein de ce cartel négatif, il y a un petit noyau qui est surgi et qui, pour la sauvegarde de l'espèce et de la planète, qui est un enjeu quand même, et de la biodiversité aussi, est en train d'assainir le système. Alors, est-ce que le système est en train de s'assainir? Est-ce qu'on peut ramener ça à notre petit monde de tous les jours? Moi, je pense que oui. Je pense qu'il y a des filtres qui sont en train de s'établir. On a moins les œillères qu'avant. Il y a des voiles qui sont en train de tomber. On le voit tous les jours avec nos politiques, avec les affaires, etc. Même si c'est toujours effectivement à la fin un non-lieu, il y a quand même beaucoup de choses qui transparaissent. Qui ne transparaissaient pas avant pour la plupart des moutons qui gobaient tout ce qu'on leur disait. Je pense que vous avez raison, il y a une sorte de prise de conscience, d'éveil sur les mensonges qu'on peut, la propagande et l'asservissement dont on fait l'objet et qui sont de plus en plus évidents à plus en plus de gens. Et justement, cette précarité économique et pas non seulement économique, mais géopolitique, et donc les dangers qu'on encourt de provoquer une troisième guerre mondiale, au contraire, au lieu de dominer l'espèce humaine comme une sorte de bétail, elle nous fait plutôt prendre conscience et nous fait rejeter cette domination d'une petite caste d'élite qui en fait nous a servi depuis le début, depuis notre création génétique en fait. Donc je pense qu'il y a une prise de conscience et que le pire va arriver, mais le pire au bout du tunnel, il y a de la lumière, il y a une évolution majeure qui se profile à l'horizon. Ça, c'est la version optimiste que je vous donne. Je pense qu'il faut s'y atteler si on veut progresser. Sinon, on va simplement repartir à zéro, redémarrer, et il y aura une 6e extinction de masse. Mais je pense qu'on est sur une ligne de temps positive. Parce que le secret est devenu le pire ennemi des élites, c'est ce que dit Randy Kramer. Ils n'ont plus le soutien de la masse, ni de beaucoup d'élus. Ils souhaitent assainir donc la corruption du système juste pour l'évolution de l'espèce et sauvegarder, préserver la planète. Voilà. Tu m'entends, Marc ? C'est toujours ce petit cartel d'humains, plutôt à tendance néo-nazie, donc, issu de la Seconde Guerre mondiale, qui met au point une super race d'humains augmentée sur Mars, une élite, etc. Alors donc, son message à Randy Kramer à la fin, parce que je ne sais pas si vous avez encore quelques minutes, son message à la fin, c'était le plus participatif pour changer le cours des choses. Voilà. Les masses sont de plus en plus nombreuses, sont beaucoup plus nombreuses qu'une petite élite corrompue, donc son message est à la fois exopolitique et social. Essayez de participer à votre petit niveau, dans votre entourage, dans votre proximité, je dirais, donc rayonnement de proximité, à votre société, essayez de rayonner autour de vous et de diffuser la bonne parole, quoi. C'est un petit peu ça. La pensée positive. Voilà, exactement, aussi. Ouais. Et contribuer chacun à son petit niveau, parce que c'est ce qui va faire la différence, en fait. Ouais, tout à fait. Et pour info, Kerry est toujours pas connecté ? Non, je vais envoyer un petit message. Alors, j'ai pas de réponse pour l'instant. Je regarde. Elle n'a pas l'air connectée. D'accord. Non. Et tu n'avais pas fait une allusion, alors peut-être que tout le monde dans la salle ne connaît pas l'histoire qui s'était passée au ranch de l'Utah, avec Bigelow qui finançait l'équipe du Needs. Et c'est toi qui avais donné une info sur la radio de Bob, ou peut-être une autre personne, je ne sais plus, où ces gens-là, en fait, avaient des fiches de paye de l'US Air Force. Oui, c'est moi, par le biais d'une interview que j'avais entendue au Canada, avec Bobby Keegan. Effectivement, c'est une interview d'une ancienne du MUFON, qui était directrice du MUFON Utah, de l'État de l'Utah, et le fameux ranch. Oui, il y avait des employés, d'anciens employés, employés actuels, je crois d'ailleurs, qui rapportaient que leur fiche de paye venait de la NSA, effectivement. Et c'est Bob Bigelow qui avait mis ses billes aussi dans le MUFON. Il l'a jamais caché, d'ailleurs, c'était pour récupérer de la technologie dans un crachet, pour pouvoir en faire après de la techno pour lui. Enfin bon, à mon avis, Bob Bigelow, c'est juste une façade, sa société d'aérospatiale, soi-disant privée,
le contrat d'investissement au sein du MUFON avait le nom de l'US Air Force en tête. Donc c'est pareil. Alors le ranch, le Skinwalker Ranch, où se passe beaucoup de phénomènes paranormaux qui ont été filmés, des trucs assez incroyables. J'avais entendu des témoignages d'employés justement qui avaient vu mais des trucs complètement loufoques. Vous allez rigoler. Un ovni donc très lumineux atterrir et après se transformer au sol en espèce de loup-garou. C'est un truc de fou. Et c'est le phénomène paranormal, c'est un petit peu, je ne sais pas si c'est un hologramme ou si c'est simplement un croisement tellurique à cet endroit-là où tout peut se passer si on peut l'imaginer, quoi. Je peux imaginer que c'est ça, peut-être. Pourquoi un ovni, après, se promènerait avec un corps, une sorte de loup-garou? C'est du n'importe quoi, mais en même temps, avec Preston Dennett, qui est un ufologue californien, aussi ancien ufologue, qui a écrit le bouquin Guérison extraterrestre, très intéressant, et aussi sur le cas de la vallée au Nouveau-Mexique, je crois, où il y a eu une centaine de cas de survol d'ovnis, d'abduction en une seule nuit. J'ai plus le nom en tête, mais c'était super intéressant. Nous avons raconté un cas de Bigfoot, d'observation de Bigfoot mêlée à une observation d'ovnis. Donc on peut voir que beaucoup de phénomènes dits paranormaux peuvent se croiser. Ouais, tout à fait. On n'a pas peur de rapporter ce type de témoignage. En France, si on parlait de Bigfoot, je ne vous dis pas, déjà d'ovnis c'est difficile, de Bigfoot, si quelqu'un voit la bête du Gévaudan descendre d'un ovni, là, il va tout de suite à l'asile, il est catalogué à vie. Je ne ferai plus d'ufologie en France. Mais ce sont des cas où effectivement le Skinwalker Ranch, Bigelow, chapeauté donc par la NSA, avait racheté ce ranch et payé le personnel pour filmer les phénomènes paranormaux. Et d'ailleurs, comme visiteur de renom, il y avait Jacques Vallée qui est sur place au Skinwalker Ranch, qui travaille pour la NASA. Oui, tout à fait. Donc juste peut-être pour les personnes présentes dans la salle, c'est un ranch dans l'Utah où il s'est passé des phénomènes inexpliqués, assez déconcertants, où les propriétaires ont quitté le ranch et un milliardaire, Bigelow, a financé avec le NIDS des chercheurs privés, et donc apparemment qui aurait été financé par l'État et l'US Air Force aux États-Unis, puisque tu nous l'as pris, moi je l'ai su il y a quelque temps, quoi. Et là-bas, il se passait des choses déconcertantes, un peu hors du temps, quoi. Où tous les phénomènes ufologiques, paranormaux, il y avait un gros melting pot assez extraordinaire. D'ailleurs, il y a un ouvrage paru aux éditions du Mercure Dauphinois, une maison d'édition chez nous, la Grenobloise, sur les fameux phénomènes du ranch de l'Utah. Et d'ailleurs, ce qui nous montre l'ouverture, c'est que dans beaucoup de congrès, entre parenthèses, UFO aux États-Unis, se mêlent les phénomènes paranormaux, les MDE, enfin les expériences de mort imminente, les rencontres mystiques, le spirituel, etc. Là, ils font le pont entre ces différents domaines d'investigation. Alors qu'en France, c'est du bien-être d'un côté, c'est de la thérapie de l'autre, c'est l'éveil spirituel, les mystiques, New Age d'un côté. Voilà, on n'arrive pas à s'entendre déjà dans l'ufologie entre pans de l'ufologie française. Déjà on se tire à boulet rouge dessus, c'est la guerre de clocher. Alors je ne vous dis pas si après on apporter des éléments de spiritualité ou de paranormal ou de chasseurs fantômes ou d'esprit ou de chercheurs de l'astral, etc., etc. Donc les questions existentielles pour moi elles sont aussi au cœur de l'ufologie et vice-versa. Maintenant, l'ufologie, c'est quoi? C'est un terme anglophone qui, en France, veut juste dire investiguer sur des cas d'observation d'ovnis, quoi. Mais bon, ça va pas ça. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Je ne sais pas, je vais demander. C'est des questions dans la salle. Ouais. Tu nous dis si tu as des nouvelles du côté de la Californie. Après, je ne sais pas sur quoi tu veux digresser ensuite. Alors, je peux toujours en parler d'elle. Elle n'a pas l'air d'être là. Elle a fait la grasse matinée.
Non, il y a 9 heures de moins là-bas, donc il est déjà l'heure du déjeuner. J'avais aussi demandé à Randy Kramer, mais bon, je n'ai pas eu de réponse. Je lui ai demandé hier soir, faut dire. Mais bon, il n'était pas en ligne. Tu as des contacts aussi, par exemple, avec Richard Dolan? Oui, non, mais j'aimerais bien, oui, effectivement, il est très intéressant. D'accord, je demande à Alfred Weber. Voilà, et j'ai vu sur ton site, j'ai visionné pas mal de vidéos sur ton site. Tu as eu aussi la chance et je vais dire l'intelligence de le contacter, Roy Tines, l'acteur de la série Les Envahisseurs. Un grand moment, effectivement, il n'avait pas la vidéo, il n'a pas Skype, mais on l'a eu sur le portable. Et Roy Tines, l'acteur qui jouait David Vincent dans la série Les Envahisseurs, qui lui-même a vu un ovni aussi. Lui, 2 fois d'ailleurs. Avec sa femme une fois et une autre fois aussi. Donc David Vincent les a vraiment vus. Pas l'acteur, Roy Tines. Voilà. C'était génial, c'était un moment historique, effectivement. Entre le moment où Edgar Mitchell nous a avoué. Ah, voilà aussi un autre point que je voulais de crédibilité, enfin, au niveau synchronicité. Randy Kramer est passé le même soir qu'Edgar Mitchell. Donc il tenait absolument à le saluer. À lui faire un coucou, vous savez, donc, sur Skype, avant qu'on passe à l'interview de Randy Kramer. Donc je me présente à Edgar Mitchell, je m'attendais à ce qu'il me fasse la tête, qu'il me dise comment ça, un gars qui allait sur Mars, c'est un farfelu, c'est n'importe quoi. Et en fait, pas du tout. Il a gardé son sérieux. Randy Kramer a salué Edgar Mitchell. Parce que pour lui, la conquête spatiale à l'époque, avec les boîtes de conserve dans lesquelles on envoyait des astronautes vers la Lune dans le programme officiel de la NASA, pour lui c'est de la vraie bravoure. Alors que pour lui, la technologie qu'il a utilisée lui-même il y a 10 ans, aujourd'hui c'est tellement amélioré qu'à des années-lumière de progrès technologiques, il y a beaucoup moins de risques que des fusées dans lesquelles circulaient Edgar Mitchell et les programmes Apollo. Donc il l'a salué avec la cellule militaire, et voilà, c'est tout à fait sérieux. Edgar Mitchell n'a pas dit c'était un farfelu, j'ai pas envie de le saluer, un gars qui proclame être allé sur Mars, 17 ans, non, c'est pas possible. Je vous renverrai aussi à la citation, en tout cas pendant une interview sur CNN, de Cernan, c'était l'un des derniers astronautes en 72 du programme Apollo, je sais plus si c'est Apollo 17, je crois, et qui, aux journalistes, par 2 fois, en parlant de Buzz Aldrin, a dit, alors, une fois c'est un lapsus, 2 fois c'est un lapsus révélateur. Je crois même qu'il a dit 2 ou 3 fois dans la conversation. Non, Buzz Aldrin a pris sa retraite, il devait refaire la mission Apollo 20 qui n'a jamais eu lieu. Mais Buzz Aldrin ne retournera jamais sur Mars. Et le journaliste là avait repris comment ça sur Mars. Ah non, je voulais dire la une. 2 minutes plus tard, il faudrait que vous retrouviez cette interview en anglais. Il redit encore la même chose, il parle de Mars. C'est un vieil astronaute du dernier vol Apollo, qui parlait de Mars 2 fois, avec un lapsus qui pour moi est devenu révélateur au bout de la 2e ou 3e fois. Donc Buzz Aldrin serait peut-être allé sur Mars finalement. Voilà, c'est non, je savais pas ça. Sur CNN. C'est une info, merci. Ouais. Aussi une petite... la raison pour laquelle on est en train de s'éveiller. Selon Kelly Cassidy. Alors, on est effectivement issu de 12 brins d'ADN extraterrestres, nous-mêmes. C'est pour ça que je disais on a le signal. Et on a des centaines d'espèces qui viennent nous visiter. Donc ça, c'est même l'armée américaine, un petit peu non officielle, déclassifie, c'est vrai, au moins plus d'une centaine d'espèces répertoriées. L'humanité est une expérience génétique. Comme dans le sein humain ne sait pas de quoi on est capable, les humains sont en train de se réveiller à nos capacités, donc, et ça change l'équilibre des forces au pouvoir. L'info donnée est assez, par exemple, ce que je vous donne ce soir,
même ceux qui remettent leur veste et vont partir, est assez pour changer notre ADN. C'est notre mode de pensée sur nous-mêmes qui peut activer ou réactiver l'ADN poubelle de notre ADN. Alors, effectivement, les élites Illuminati négatives qui savent ça, leur philosophie occulte qui contient les infos pour se réveiller, la connaît, hein, mais ils ne veulent pas qu'on connaisse les secrets de notre potentiel. C'est très important. Ils ont plus l'ADN reptilien que les autres, donc l'ADN de survie, hein, de base. Ils sont des prédateurs, et dans l'optique de 2 millénaires prochains, ils ont un mode de pensée comme les insectes, les abeilles et la ruche, le nid. C'est important ça. Alors on s'éveille car on arrive aussi à un endroit, ça c'est un phénomène cosmique, hein, au centre de la galaxie où les énergies cosmiques facilitent notre activation depuis 2012. D'ailleurs, c'était un changement d'air et non pas un cataclysme final ou une fin du monde, comme l'ont exploité les survivalistes. Alors, on commence à se réveiller, on reçoit un grand boost d'énergie. La source de Kiri, sur le point que je vais essayer de terminer avec ça, c'est Richard Alan Miller, c'est un magicien noir Illuminati et physicien qui a travaillé toute sa vie sur les Black Project et le programme social secret. Il est devenu un lanceur d'alerte. Et il écrit même dans Nexus aujourd'hui, Casey l'a interviewé 6 fois, et sa citation est la suivante: il y a 2 civilisations humaines sur Terre, celle qui a accès au voyage spatial et l'autre qui ne l'a pas. Marc, tu m'entends? Oui. Tu m'entends? Est-ce que vous avez entendu la phrase? Oui, tout à fait. Je vais te proposer, on va peut-être arrêter là, parce que j'ai pas mal de gens qui sont partis, et là ils discutent entre eux, donc en tous les cas, je te remercie énormément d'avoir accepté l'invitation. Oui. Alors attends, là aussi je voulais aussi finir par la dernière phrase de Thierry Cassidy à son intervention, parce que c'est important. Sur les extraterrestres positifs, les extraterrestres positifs, c'est intéressant pour ceux qui s'intéressent au contact, hein, sont, comme elle dit, sont comme nos pères. Ils ne sont pas là pour travailler à notre place, ils veulent voir notre expérience humaine, nous voir progresser, réussir, évoluer par nous-mêmes. Mais ils aideront en coulisses pour contrecarrer les mauvaises actions des extraterrestres négatifs. À la moindre occasion, ils appliqueront leurs actions, passeront par nous, mais pas comme des robots sous contrôle, en pleine conscience. C'est ce qu'elle dit. Alors, effectivement, elle a terminé sur une note d'humour. Si vous rencontrez une race extraterrestre qui vous dit on est là pour vous aider et remplacer vos politiques par une autre personne, etc., c'est pas une bonne espèce. C'est pas la bonne espèce. Voilà. C'est tout. Je voulais terminer avec ça. Une note d'humour qui est aussi très symptomatique et symbolique et significative en termes du contact. Merci beaucoup, Marc. Merci à vous d'évoluer. Voilà, c'est à nous de reprendre notre contrôle et les choses en main. Et ça passe par aussi la diffusion, l'accès à l'information, c'est très important. Cherchez par vous-même et ne croyez pas ce qu'on vous dit absolument à tout prix. Cherchez les confirmations par vous-même. C'est par vous-même que vous accéderez à la vérité ultime. Voilà. Okay. Merci beaucoup, Marc, pour ton intervention. Merci à vous et merci à vous. Merci. C'est votre activité d'interaction avec moi, c'est très sympa. Ouais, mais écoute, c'était très bien. Dans ce sens-là, parce que d'habitude c'est moi qui